Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du licenciement du service superchargeur chez Tesla par Elon Musk. Et surtout, des réelles implications en termes de business. Et ça, on va voir que je suis pas vraiment de l'avis de tout le monde. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai volontairement fait cette vidéo aujourd'hui. Donc à savoir le 8 mai 2024. Parce que on fête les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qui, au moins partiellement, a été causée par la presse et par le comportement putacliste de la presse. À force de donner des tribunes à des gens comme Adolf Hitler à l'époque, à force de donner la priorité aux choses qui vont mal, eh bien on donne le sentiment aux gens que la situation est de plus en plus grave. En plus, ça rapporte de plus en plus d'abonnements à l'époque, ça vendait du papier, ça vendait de l'encre, mais surtout, ça a ramené énormément d'argent. Aujourd'hui, ça vend du clic, et ça a également grandement participé à la prise de décision de certains gouvernements qui ont été pris de panique parce que l'opinion publique a été prise de panique, tout simplement. Donc espérons que ça ne se reproduise pas. Malheureusement, les mêmes schémas sont en train de se mettre en place dans la presse et dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est franchement pas quelque chose de super sympa. Et l'affaire des superchargeurs de Tesla, eh bien, illustre parfaitement cela. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la presse dit ? Eh bien, Tesla va mal, il faut licencier. Aujourd'hui, on va se rendre compte que les autres constructeurs se retirent de la voiture électrique et vont peut-être se retirer du NACS, qui est la norme de recharge américaine portée par Tesla, donc à savoir par les superchargeurs avec le nouveau connecteur, parce qu'eux, ils n'ont plus personne chez Tesla pour avoir des relations techniques, des informations, des relations pour développer des partenariats. Mais attendez, en fait, les journalistes, vous savez comment ça fonctionne ? Alors, on va reprendre tout à la base. Premièrement, on va parler de qui Elon Musk a licencié. Il a licencié 2 services, recherche et développement, et vente et développement réseau. En fait, il a licencié ceux qui sont chargés de développer de futurs superchargeurs, et il a licencié ceux qui sont chargés de vendre les superchargeurs, ou l'idée des superchargeurs. En fait, ces 2 services ne servent plus à rien aujourd'hui, tout simplement. Et ça, Sandy Munro le montre très bien dans sa vidéo, que je vous invite à aller voir, je vous la mets dans les fiches. Si vous comprenez l'anglais, allez-y. Franchement, c'est super instructif parce que ce monsieur a travaillé dans l'industrie, donc il sait comment ça marche. Le service recherche et développement ne sert à rien pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, les superchargeurs sont techniquement matures. Aujourd'hui, le V4 va être installé partout. Il est compatible avec tous les réseaux. Il est parfaitement mature en termes de technologie, en termes de puissance. Jusqu'à ce qu'il soit dépassé en termes de puissance, eh bien, il y aura de l'eau qui va couler sous les ponts. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ne vous leurrez pas. On n'aura pas un réseau de superchargeurs à 500, 600, 1000 kW dans l'avenir. C'est en tout cas pas avant très très longtemps. Parce que, à la fois, il n'y a pas les voitures pour l'accepter, mais deuxièmement, il y a un truc qui est super important, c'est que le réseau électrique derrière n'est absolument pas conçu pour supporter de telles puissances. Parce que c'est ridicule. En termes d'usage, 80% des recharges se font à domicile et se font la nuit avec des recharges lentes. En plus, on va en reparler, et ça c'est important, c'est que aujourd'hui, ce qui importe, c'est pas le nombre de kilowatts qu'on va recharger, c'est le nombre de kilomètres qu'on peut recharger dans un temps donné. Parce qu'en fait, c'est les kilomètres qui nous importent. Et vous verrez que pour gagner des kilomètres, c'est pas plus de puissance de recharge qu'il nous faut. C'est tout simplement plus d'efficience. Donc aujourd'hui, avec le méga chargeur pour les camions et les superchargeurs V4, eh bien Tesla est équipé pour 10 à 15 ans. Plus besoin de payer des gens pour développer de nouveaux produits. Il n'y a pas besoin, tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison déjà de les garder. Deuxième chose, l'organisation de Tesla permet à d'autres ingénieurs de prendre le relais
au pied levé pour un point ponctuel. C'est-à-dire s'il faut faire une petite évolution sur un point du superchargeur, c'est toujours jouable par un autre service, puisque ils sont tellement interconnectés les uns dans les autres que finalement, il n'y a aucun problème pour un autre ingénieur d'un autre service d'agir sur les superchargeurs, puisqu'il a également suivi son développement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le service vente. Aujourd'hui, quasiment tous les constructeurs mondiaux sont compatibles avec les superchargeurs. En Europe, on a le CCS, mais aux États-Unis, on a le NACS. NACS qu'ont adopté quasiment tous les constructeurs. Vraiment, il n'y en a qu'un ou deux qui ne l'a pas fait, et ceux-là, de toute façon, ils sont insignifiants et il n'y aura pas de problème. Finalement, il n'y a plus besoin d'un tel service. Par contre, ce que Musk a gardé, bien sûr, c'est la fabrication des superchargeurs, parce que là, on va en avoir besoin, la gestion des superchargeurs. Donc à savoir l'entretien, les services d'entretien qui vont circuler pour que le réseau de superchargeurs garde son efficience. Et pour info, les superchargeurs ont une disponibilité mondiale de 99,9%. Ça veut dire qu'à tout moment, 99,9% des superchargeurs sont fonctionnels. C'est juste énorme par rapport à d'autres réseaux. Donc pour l'instant, Tesla n'ayant aucune concurrence sur ce domaine, il n'y avait aucune raison de continuer à développer la technologie qui de toute façon est limitée, soit par le réseau, soit par les voitures qui vont l'utiliser. Autrement dit, eh bien c'était la décision à prendre. C'est une décision de business, c'est pas une décision sentimentale. Lorsqu'il y a du sentiment, en général, ça fait perdre de l'argent à un constructeur. J'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer avec les modèles S et X. Aujourd'hui, les modèles S et X, ils sont en train de péricliter, en fait, en termes de vente. C'est des super autos, mais Elon Musk a bien dit qu'il les gardait en production pour des raisons sentimentales. Je pense aussi qu'il les garde en production parce qu'il n'y a pas encore de remplaçant en ce qui concerne le porte-étendard de la marque. En tout cas, pas totalement. Aujourd'hui, ceux qui veulent un peu de hype et qui ont un budget, eh bien, déjà, ils vont pas acheter de modèle X. Ils vont acheter un Cybertruck. C'est à peu près les mêmes prix, c'est à peu près les mêmes performances, mais c'est pas du tout le même ressenti au niveau du client. Le modèle X commence à vieillir, il commence à faire has-been, alors que le Cybertruck, lui, il est dans l'air du temps, c'est le futur. Et à côté de ça, vous avez la Model S qui, elle, n'a pas encore de concurrente, jusqu'à l'arrivée du Roadster. Parce qu'une fois que le Roadster sera là, eh bien, ma foi, la Model S, dans le côté familial et pratique, peut être remplacée par un Y. Et du côté sportif et image, peut être remplacée par un Roadster. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je pense que les modèles S et X, encore une fois, vont disparaître progressivement et vont s'arrêter. C'est juste une question de temps jusqu'à ce que Elon Musk décide que c'est plus important que le côté sentimental de garder ces voitures dans la gamme. Donc on a aujourd'hui une situation qui est parfaitement logique d'un point de vue business et un comportement de journaliste qui part dans tous les sens alors que finalement il n'y a rien que de très logique. En revanche, ce qui a fait très peu de hype, c'est le licenciement du service RH. Et ça, c'est par contre pour moi très préoccupant parce que aujourd'hui, cela démontre que Elon Musk veut prendre ses décisions tout seul. Et entre autres, en ce qui concerne l'embauche et le licenciement des personnels. Et ça, pour moi, c'est quand même un peu problématique parce que autant Elon Musk est un visionnaire, c'est un génie, c'est quelqu'un qui est capable de visualiser une situation et de visualiser une façon de gagner la partie, autant c'est quelqu'un qui va le faire avec énormément de dégâts collatéraux. Et entre autres, en ce qui concerne les employés de son entreprise. Donc, je pense aujourd'hui que Elon Musk devrait avoir un petit contre-pouvoir, mais au moins quelqu'un qui est capable d'arrondir les angles ou de rajouter un petit peu d'huile dans le mécanisme pour que ça ne se passe pas trop mal pour les employés et que ça se finisse pas comme ça s'est fait, par exemple, à l'époque de Orange, où il a fallu réduire le personnel de manière drastique, mais comme les lois étaient faites pour protéger les employés, il fallait les faire partir. Et comment les fait-on partir? Eh bien, en leur mettant une pression énorme. Pression à laquelle pas mal de gens ont craqué, et ce qui fait qu'Orange est devenue une des entreprises où il y a eu le plus de suicides. Donc, clairement, aujourd'hui, espérons que ce genre de comportement n'arrivera pas.
mais on sait que malheureusement, ce sera le cas. Même si ça reste, encore une fois, industriellement logique, eh bien, humainement, c'est toujours un drame. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver fin de semaine pour un autre éclair d'infos, qui sera aussi un petit peu plus léger que les épisodes habituels, mais bon, semaine de jours fériés oblige, ma foi, j'allège un petit peu la chose, parce que j'ai aussi pas mal de boulot à la maison. Et donc, je reviendrai pour un cycle normal d'émissions et des émissions plus techniques d'ici la semaine prochaine. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Bon, alors pour ceux qui se posaient la question, ce que c'est que ça, voilà, je me pousse un peu, voilà, ça c'est mot numéro 2, mot pour microbe oblitérator. Donc mot numéro 2, c'est une voiture radiocommandée, qui est cette fois-ci sur une base Really de chez Conrad, donc vachement plus péchu que le jouet chinois qui m'avait servi au premier Cybertruck radiocommandé. Donc lui, voilà, c'est une bestiole qui est bien péchue, qui marche bien. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir la vidéo sur Inside, qui est là-haut dans les fiches, et qui relate la construction de cet engin. D'ailleurs, sur Inside, dans les prochains temps, vous allez avoir également une autre construction qui va durer, je pense, plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois, parce que ça dépend, et qui concernera l'ancien mot. Donc l'ancien Cybertruck noir que j'avais, qui part finalement au recyclage. Et je suis en train de démonter les pièces parce que finalement, il sera donneur d'une nouvelle voiture radiocommandée qui sera une Aptera à l'échelle 1/10. Voilà. Donc, que je vais fabriquer quasiment intégralement, à part les moteurs, les transmissions, et puis c'est à peu près tout. Moteur, transmission, électronique, de radiocommande, tout ça, ça va rester le jouet, mais tout le reste sera de la fabrication maison. Voilà, avec une imprimante 3D. Donc ceux que ça intéresse, allez vous abonner sur Inside, ça me permettra de vous faire suivre cette petite aventure qui sera assez sympa. Allez, salut!